Bonjour. Bon, je suis très contente d'être ici. Merci Caroline. Quand Caroline m'a proposé de venir parler des mouvements anormaux, j'ai tout de suite dit oui. J'ai sauté sur l'occasion de rajeunir parce que ça me rappelle mon clinica dans le service d'Emmanuel Broussol à Lyon. Et puis ça me rappelle aussi mon arrivée toute jeune PH de neurogénétique au Vinatier, dans un centre de maladies rares dédié au diagnostic et au dépistage des maladies rares en psychiatrie. Alors l'idée, comme souvent quand on parle de mouvements anormaux, c'est de partir de cas cliniques et de vidéos pour aborder de manière un peu transversale la question des mouvements anormaux d'origine neurogénétique en psychiatrie. Et puis, j'avais très envie d'en profiter pour aborder avec vous la manière dont la révolution technique en génétique, la révolution des outils et leur disponibilité croissante a modifié très profondément et en peu de temps notre démarche diagnostique. Alors, je commence avec Sonia. Sonia, c'est une petite fille qui est issue d'une famille sans antécédents, sauf que les deux parents sont originaires du même village en Tunisie. Jusqu'à 5 ans, il n'y a pas d'antécédents particuliers, pas de retard de la marche, pas de retard de langage. À 5 ans, dans un contexte familial particulier, il y a eu un gros conflit pendant les vacances en Tunisie. Elle rentre en France avec une anxiété majeure, une angoisse de séparation, une phobie scolaire, et l'ensemble du tableau amène à une déscolarisation. Dans ce contexte, petit à petit, elle se replie sur elle-même et elle perd un peu ses capacités d'interaction avec l'entourage, à la fois dans le comportement et dans le verbal. Donc elle est tout de suite prise en charge au CMP. Assez tôt, un avis en neuropédiatrie est pris et une hospitalisation avec IRM cérébrale sous anesthésie générale, EEG, bilan métabolique un peu large, enfin un large bilan. Mais malheureusement, ce bilan revient sans qu'on puisse expliquer l'origine des difficultés de Sonia. Et surtout, entre 5 et 8 ans, elle ne va faire que se dégrader. Progressivement, elle va perdre le langage et puis le contact oculaire. Du coup, durant ces années, en fait, il y a eu plusieurs lignes d'investigation. Des ponctions lombaires, l'IRM a été répété. Il y a eu des investigations génétiques avec un karyotype moléculaire. Donc ça, c'est une CGH arrêt pour chercher des micro-remaniements chromosomiques. Le gène MECP2 a été séquencé pour éliminer un syndrome de Rett. Et finalement, tout ça revient normal. Quand on la voit à 8 ans, ce qui a changé, c'est qu'au niveau moteur, il y a des nouveautés. Le jour où on la reçoit avec Caroline, c'est Caroline qui l'a vue en premier. Et tout de suite, tu as été marquée par le fait qu'elle avait un faciès particulier. En fait, cette petite fille avait une dystonie faciale, qu'on voit un petit peu là, et puis des automutilations de la lèvre inférieure. La marche n'était pas parfaite. Alors la vidéo est filmée par la maman 8 mois après, donc j'ai choisi volontairement parce que là, la dystonie, les mouvements anormaux sont indiscutables, on les voit très bien. Je vous mets les deux vidéos en même temps. Donc on voit tout de suite une posture anormale des mains, une attitude un peu en hyperlordose, une dystonie des membres inférieurs, une dystonie des adducteurs, on a l'impression qu'elle tricote un peu avec les jambes, une dystonie de la cheville, des mouvements anormaux au niveau du visage, et puis on voit qu'elle ne regarde pas du tout la maman qui tient le téléphone et qui la sollicite en fait. Voilà. Donc là, on a une donnée nouvelle, on a une petite fille qui a une régression cognitive et une dystonie généralisée, donc elle quitte le box de consulte de neurologie et tout de suite elle file voir l'infirmière avec une liste de prescriptions énorme parce que on relance les investigations. Tout de suite, on veut éliminer une maladie de Wilson parce que quand on pense mouvements anormaux et psychiatrie, en priorité, il faut l'évoquer et la rechercher. Il s'agit d'une maladie qui est curable et dont le pronostic dépend de la rapidité de la mise en route du traitement. Donc bien sûr, on a dosé le cuivre. On a dosé aussi, on a aussi recherché une maladie de Niemann-Pick de type C. Avant, il fallait faire des biopsies de peau. Maintenant, on peut faire une prise de sang périphérique. Et là aussi, il y a une sanction thérapeutique. On a dosé les acanthocytes dans l'hypothèse d'une neuroacanthocytose qui peut faire des automutilations péribuccales. On a rappelé la neuropédiatrie pour recontrôler l'IRM cérébral avec des séquences particulières pour ne pas passer à côté d'une accumulation cérébrale en fer. On a voulu aussi vérifier qu'il n'y a pas d'accumulation de cuivre qui est apparue depuis la dernière IRM. Et en fait, tout ce bilan-là est revenu sans particularité, sauf qu'on avait prescrit tellement de tubes à l'infirmière qu'elle n'avait pas pu remplir le dernier. Et donc, il y a 2 analyses qui n'ont pas été faites. Alors, à ce moment-là, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on continue ce qu'on a toujours fait? On relance un nouveau round d'analyse, on rajoute les 2 qu'on n'a pas fait, on en rajoute d'autres pour tirer un peu plus dans les coins. Ou est-ce qu'on profite de ce protocole qui vient d'arriver, là, le protocole FIND, pour la mettre sur l'exome?
finalement, on l'a mise sur l'exome. Et là, en quelques semaines, ça a été réglé. Cette petite fille était porteuse d'une maladie de Tay-Sachs. Et le dosage d'hexosaminidase faisait partie du dernier tube qui n'avait pas été piqué. Donc, le diagnostic, finalement, il avait été évoqué, donc on l'aurait rattrapé. Simplement, ce cas clinique, je le trouve très didactique, parce qu'on est tous d'accord qu'on aurait eu l'exome à l'âge de 5 ans, devant la régression cognitive. Après un large bilan normal, on serait allé directement à l'exome. Et on n'aurait pas perdu 3 ans. Ce n'était pas possible à l'époque. Mais en 2021, c'est possible. 3 ans d'errance diagnostique potentiellement évitée, des hospitalisations, des actes invasifs, sous anesthésie générale parfois, et puis un coût aussi médico-économique important, il faut le prendre en compte. Et probablement une perte de chance, parce que quand on a posé le diagnostic, on a pu l'orienter dans un centre de référence spécialisé. Donc c'est Bénédicte Héron à Paris qui gère ce centre. Il y avait un essai thérapeutique, donc on était super contents, sauf qu'il prenait les enfants qui parlaient encore. Et là, on est arrivé trop tard. Voilà. Donc, finalement, l'exome, pour nous, c'est l'exome, le génome, d'une manière plus large, les techniques de séquençage à haut débit qui ont déferlé dans nos spécialités, c'est des outils d'espoir monumentaux parce qu'on va pouvoir poser des diagnostics beaucoup plus vite, être beaucoup plus performants. Et ça, c'est maintenant, c'est pas demain. Alors, j'enchaîne avec Fanny. J'aime beaucoup cette histoire parce que Fanny, elle m'a suivie pendant tout mon cursus. J'ai dû me plonger dans son dossier quand j'étais interne pour un staff. Je l'ai rencontrée quand j'étais chef de clinique et on a bouclé la boucle avec Gaëtan Lesca quand j'étais PH chez Caroline. Alors là, pas de consanguinité. Le père est français, la mère est espagnole, originaire du sud de l'Espagne, en Murcie. Pas de problème jusqu'à 3 ans. Et à 3 ans, elle se met à développer des troubles du comportement. Le premier trouble noté, c'est que quand la tartine n'était pas droite du bol de chocolat, Fanny se mettait dans des colères noires et le bol valsait à coup sûr. Ce tableau-là a évolué de manière très progressive entre 3 et 6 ans vers un tableau de TSA régressif avec des rituels de plus en plus envahissants, une diminution des interactions avec autrui, des troubles attentionnels et du sommeil, et puis là encore, une perte du langage expressif et des capacités de communication. Le neuropédiatre qui l'évalue à 6 ans note des stéréotypies un peu particulières avec un hand flapping, comme on peut voir parfois dans les syndromes de Rett, une trichotillomanie, et puis il note une hypertonie des membres inférieurs, mais sans vraiment la définir. À l'âge adulte, quand on la reçoit en neuro, donc ça c'est une vidéo qui est filmée par une collègue neurologue qui s'appelle Jinxie, on a ce tableau-là. Donc il y a surtout des stéréotypies, elle a tout le temps la main dans l'entrejambe, elle a des petits mouvements du pouce que vous voyez. L'examinateur va lui demander de retirer la main et de la poser sur son genou. Donc elle va le faire petit à petit. La main gauche comme ça, là. Non, sur le... Voilà, ça fait apparaître d'autres stéréotypies de claquement de doigts. Et assez vite, elle va replacer sa main là où elle était. On voit aussi ces petits mouvements de l'index qui sont anormaux. Alors là, on n'entend pas, mais Jing essaie de lui demander si ces mouvements la soulagent, si elle est stressée avant de les faire, et elle ne peut pas répondre. Et vous avez envie de faire ce mouvement? Ça fait quoi? Ça soulage quand vous faites ça? On voit quelques éléments de dystonie faciale. On est aussi marqué par le fait que là, les boules de bichat sont bien marquées alors qu'elle est assez maigre. On va lui demander de tendre les mains en avant. Et on voit quelques éléments de dystonie au niveau des mains, dans la posture. Reposez-vous. Vous pouvez faire les marionnettes, vous savez faire ça. Voilà, les stéréotypies là qui reviennent et qui l'empêchent de faire les marionnettes. Sûrement qu'il y a des troubles praxiques en plus. Bon. La trichotillomanie qui est indiscutable. Et puis la marche qui est sans appel. On a un syndrome extra-pyramidal caractéristique avec une marche à petits pas, un demi-tour décomposé, une inflexion du tronc, une perte du ballon des bras. Bon là, elle tient la main d'Emilien, mais le bras ne balance pas du tout. D'accord. Et si tu lâches la main, essaie de rentrer dans la chambre. Hop, les stéréotypies qui reviennent. Voilà. Donc ce tableau, malheureusement, ne va faire que se dégrader. On essaie une dopathérapie dans le syndrome extra-pyramidal à forte dose, enfin bonne dose pendant 3 mois sans efficacité. Et puis elle décède à 28 ans d'une fausse route, dans un contexte de rigidité majeure, à la fois pyramidale, à la fois extra-pyramidale et à la fois dystonique, avec en plus des éléments frontaux qui sont arrivés. Alors, elle a eu plein d'examens complémentaires, on ne va pas détailler. La chose intéressante sur la diapo, c'est que l'IRM cérébral retrouve une atrophie bilatérale du noyau codé. Donc ça pourrait faire évoquer une maladie de Huntington. Ça a été vérifié, ce n'était pas ça.
Et de manière intéressante, le DAT-scan révèle une dénervation dopaminergique des noyaux codés. Donc il y a réellement une maladie dégénérative qui est venue en fait s'enchaîner avec le trouble du spectre de l'autisme. Au niveau génétique, elle a suivi les progrès de la médecine. Quand elle était petite, elle a eu son karyotype standard et sa recherche X fragile. Dès que ça a été possible, il y a eu un séquençage de MECP2 pour rechercher un RET. Quand ça a été possible, un séquençage de PLA2G6 dans l'hypothèse d'une accumulation intracérébrale de fer. Et puis pendant mon clinica, on a pu lui faire une CGHRE, donc un karyotype moléculaire. Et là, enfin, on a eu quelque chose à se mettre sous la dent. Fanny était porteuse d'un petit facteur de prédisposition aux troubles du neurodéveloppement porté par le chromosome 16. C'était une duplication qui intéressait un petit bout de chromosome dans lequel est placé le gène NDE1. Mais ce petit facteur est hérité de la maman. Et puis, il est décrit dans les TSA, mais pas dans les syndromes parkinsoniens dégénératifs. Alors là, on était un petit peu embêtés, parce que d'un autre côté, ça a surtout été décrit dans les enfants, chez les enfants, et l'évolution à l'âge adulte, on ne la connaît pas. Alors, on ne pouvait pas non plus complètement éliminer le lien. Comme on était assez curieux, on a attendu, on s'est mis en stand-by, et dès qu'on a pu, on est passé à l'exome. Et là, on a compris, on a trouvé un événement en fait causal, beaucoup plus puissant dans sa pathogénicité que le petit facteur de risque qu'on avait vu. Elle était porteuse d'une maladie autosomique récessive par mutation hétérozygote composite du gène BSCL2. On a dû faire des études fonctionnelles chez les parents pour vérifier la pathogénicité des variants parce qu'un des deux n'était pas connu. Et on voit, en fait, la mutation entraîne un codon stop dans l'exon 7 et on voit effectivement chez les parents le transcrit normal là, et puis le transcrit raccourci qui est codé par l'allèle pathogène. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gène? Il code pour une protéine qui est impliquée dans le stockage des vésicules synaptiques. En neuro, on le connaît, mais plutôt sous la forme des gains de fonction, parce qu'il peut donner des neuropathies et puis parfois des paraparésies spastiques. Les métaboliciens le connaissent sous la forme de perte de fonction, parce que, en fait, il est responsable de l'hypodystrophie congénitale de type 2. Ce qui est intéressant dans notre cas, c'est qu'on a pu conclure grâce à une équipe de Murcie qui a décrit juste avant qu'on fasse l'exome chez notre patiente 6 enfants qui ont développé vers 3 ans des troubles du comportement, puis assez rapidement une hypertonie majeure, une dégradation cognitive et un décès par pneumopathie de déglutition. Exactement comme Fanny, sauf que dans cette série, l'enfant le plus âgé a décédé avait 8 ans. Donc on a une différence dans l'évolution de la maladie qui fait que maintenant on sait, grâce à Fanny, que cette maladie donne aussi des tableaux parkinsoniens avec des nervations dopaminergiques. Alors pourquoi j'en ai parlé? Je trouve aussi très didactique ce cas parce qu'il nous montre que si un facteur de prédisposition, je reviens sur la présence du petit variant chromosomique, ne colle pas avec l'évolution, il faut aller chercher un deuxième événement. Ça veut aussi dire que pour l'instant, on a des techniques complémentaires, mais on n'a pas une technique en génétique qui permet de tout voir. Le génome, c'est fabuleux, on a la chance d'avoir Sequoia à Paris, Auragen à Lyon, mais on ne voit pas sur le génome, par exemple, des petites variations chromosomiques, et vice-versa. De même, si on pense un jour à une maladie de Huntington ou un X fragile, il faut aller le chercher spécifiquement parce qu'on est sur des expansions de triplets et les autres outils ne permettent pas de le voir. Donc il faut quand même rester clinicien. Enfin, on est tous d'accord qu'on n'aurait jamais pensé à ce diagnostic a priori. A posteriori, oui, tout s'enchaîne, elle est originaire de Murcie, la maman, les enfants ont eu un tableau identique. Mais en fait, on ne l'aurait jamais évoqué. Donc, c'est purement un diagnostic d'exome, en fait. Alors, pour autant, faut-il oublier la clinique? Non. Bien sûr que non. Et je vais essayer de vous en convaincre avec ce dernier cas. C'est très important pour le biologiste qui fait les examens d'avoir des éléments cliniques. Et puis, ça nous permet d'être quand même plus fort sur les examens qu'on va proposer. Et donc là, c'est une histoire de diagnostic de paupières. C'est l'histoire de Quentin. Quentin, il a un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, caractéristique, suivi par Pierre Fourneret à Lyon. Il a une épilepsie qui a commencé à 3 ans. C'est une épilepsie généralisée tonico-clonique, surtout sur les périodes de transition entre la veille et le sommeil. Et elle cède à l'âge de 5 ans, donc après 18 mois, sous Keppra, Rivotril et régime cétogène. Donc ce n'était pas non plus une petite épilepsie. Cela dit, elle n'était pas assez spécifique pour qu'on le mette sur le panel épilepsie tout de suite. Il a eu des investigations. La seule anomalie, c'est un kyste arachnoïdien sur l'IRM. Donc, on est bien sur une ambiance neurodéveloppementale, mais ça ne nous donne pas une cause. Et quand on l'a reçu à Génopsy, en ressortant le dossier,
on a vu que l'épileptologue Julita de Belsize, qui l'avait reçue, avait noté la présence de myoclonie palpébrale sur un vieil EEG. Et je vais vous montrer la vidéo qu'elle m'a gentiment donnée. Donc au moment où il y a la bouffée, regardez bien les yeux. C'est caractéristique en fait. Hop, là, il ferme les yeux de manière tonique. Il a des myoclonies palpébrales avec en plus une petite myoclonie négative du cou. Et trouble du spectre de l'autisme, épilepsie, myoclonie palpébrale, il y a 2 grands gènes à évoquer, SYNGAP1 et CHD2. Et là, du coup, tout de suite, on a été chercher un panel sur lequel il y avait ces 2 gènes pour aller les étudier. Et on a eu le diagnostic parce que Quentin est bien porteur d'une mutation pathogène de CHD2. Et ça, sans les myoclonies des paupières, on aurait mis plus de temps à le trouver. Donc on sait qu'elle est pathogène, les parents ne sont pas porteurs, elle n'est pas présente dans les bases de données de sujets sains et la mutation est prédite pour donner un codon stop avec une protéine tronquée. Alors moi je trouve que c'est un gène fabuleux, donc je suis contente d'en parler, parce qu'il code pour une protéine du même nom qui a la capacité extraordinaire de se lier avec l'ADN et d'en modifier la conformation. Donc on est en plein dans l'épigénétique. Initialement, les mutations de CHD2 ont été décrites dans des encéphalopathies épileptiques extrêmement sévères. Mais de plus en plus, on comprend son phénotype et on sait que ce gène peut aussi être associé à de l'autisme, à de la déficience intellectuelle, même au TDAH. Et plus récemment, on a rencontré sur le CRMR un petit garçon qui a développé une schizophrénie juvénile et qui était porteur d'une mutation de CHD2. Voilà, donc je vais finir juste avant, parce qu'il faut quand même parler des choses importantes. Je voulais vous montrer une vidéo de Wilson, parce que même si on a des outils de plus en plus performants qui nous aident énormément, mouvement anormal plus troubles psychiatriques, il faut quand même toujours penser au cuivre. Et donc, je voulais vous montrer cette jeune femme qui a commencé par une dépression au 6e mois de grossesse. Hop là. J'en ai marre d'être. Donc, on entend la dysarthrie qui est mixte à cause de la dystonie et du syndrome extrapyramidal. Vous voyez la dystonie faciale. Là, elle a une marche un peu à petits pas. Il y a une posture anormale des mains, des bras, une absence de ballon du bras. Et puis, en fait, la vitesse normale, c'est ça. Donc, il y a une akinésie. On a un syndrome extrapyramidal, une dystonie. Et puis, on avait un contexte psychiatrique initial, mais on a mis du temps entre la dépression inaugurale qui n'avait pas de particularité et puis la dégradation clinique pour faire le diagnostic. Donc, pour conclure, troubles du comportement et mouvement anormal. En psychiatrie, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Une IRM cérébrale, bien sûr. Une échographie abdominale, ça ne mange pas de pain, pour chercher une surcharge en cuivre ou pour regarder la rate dans l'hypothèse d'un Niemann-Pick de type C. Un bilan cuprique, toujours. Éventuellement, une recherche de Niemann-Pick de type C. S'il y a des antécédents de démence et ou des antécédents familiaux, bien penser au Huntington. Si cette première vague est sans particularité, alors on va se tourner vers d'autres outils plus larges. Analyse chromosomique, CGHR-ACPA, c'est la même chose. Séquençage à haut ou très haut débit. L'ordre sera à définir en fonction de chaque cas et l'ordre du bilan métabolique également, soit pour confirmer un variant pathogène qu'on aurait vu sur un séquençage à haut débit, soit au contraire pour avoir accès au séquençage à haut débit. Dans certains cas, on nous demande des bilans métaboliques très précis. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Caroline pour l'invitation. Alors, merci beaucoup Alice pour nous avoir présenté ces cas cliniques qui illustrent parfaitement comment au quotidien, généticiens, neurologues et psychiatres collaborent pour le repérage de diagnostics complexes. Je passe ensuite la parole à Coraline Ingré qui va intervenir sur les mouvements anormaux psychogènes. Coraline, pour une vingtaine de minutes. Parfait. Merci beaucoup. Merci effectivement pour cette invitation. Alors, nous avons une session complète ce matin sur les troubles neurologiques fonctionnels à 9h. On va reprendre effectivement quelques éléments et je tenais à remercier la section neuropsychiatrie de la FPBN avec les professeurs Emmanuel Flamand-Rose aussi qui m'ont prêté un certain nombre de vidéos. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de mouvement anormal psychogène? On ne peut pas évoquer ce sujet sans un petit retour historique. Vous le savez, on a ce spectre de l'hystérie qui plane au-dessus de cette question, au-dessus de ces troubles conversifs. Et il est important de le replacer dans le contexte parce que l'on va voir que ça transporte encore tout un tas de
de préjugés et de biais qui peuvent impacter la prise en charge de ces patients et de ces patientes en particulier. L'hystérie vient du terme utérus, comme vous le savez, avec cette notion à l'époque de Charcot d'un utérus baladeur qui, en fonction de sa localisation, s'il était dans le bras, pouvait donc provoquer des mouvements anormaux du bras, dans la jambe, un déficit de la jambe. Et donc, le traitement était simple, relations sexuelles, grossesse ou encore mieux, de mauvaises odeurs au niveau du nez, de bonnes odeurs vaginales pour remettre cet utérus capricieux à sa place. Les choses évoluent, un peu avant Charcot quand même, on va situer ça dans le cerveau, et Charcot, le premier, parle de lésions dynamiques fonctionnelles, fait le lien aussi avec des traumatismes. Le concept est repris par Janet, qui va être le premier à parler de dissociation, qui est extrêmement important dans ce concept, et puis Freud va associer, en parlant de conversion, et il va lui l'associer à la personnalité histrionique, la suggestibilité et la belle indifférence. Heureusement, à partir de 1980, le terme de névrose hystérique disparaît du DSM. Pourquoi je dis heureusement? Parce que cette association conversion personnalité histrionique n'est pas une association valable, c'est une association qui n'a jamais été reprouvée, enfin même prouvée tout court, et c'est un des premiers points à garder en tête, on y reviendra. Et donc actuellement on parle de troubles neurologiques fonctionnels. Pour autant, comme si c'était déjà pas assez complexe, nos deux grandes classifications internationales s'opposent entre, d'une part, le trouble neurologique fonctionnel et l'autre, le trouble dissociatif neurologique. On va y voir. Par contre, un certain nombre de termes sont à proscrire. On ne parle pas de pseudo-mouvement, de pseudo-crise, on ne parle pas de mouvement non organique. Jusqu'à preuve du contraire, le cerveau est un organe. Donc voilà, l'étiologie psychogène amène quand même un présupposé qui est un petit peu présomptueux à l'heure actuelle de l'état des connaissances. On peut effectivement parler de dysrégulation émotionnelle, de contribution de facteurs traumatiques, mais c'est loin d'expliquer l'ensemble de ce tableau. Donc faisons attention à nos termes, et donc les deux actuels sont fonctionnels ou dissociatifs. Le DSM-5 lui réunit troubles somatoformes et conversifs et fait le choix de laisser les troubles dissociatifs purs comme les anciennes personnalités multiples, l'amnésie dissociative à part. Par contre, la CIM 11, c'était déjà le cas dans la CIM 10, réunissent troubles conversifs et troubles dissociatifs, ce qui a une vraie pertinence. Donc dans le DSM-5, les deux entités séparées, la définition avec un terme très important qui va être une évidence clinique d'une incompatibilité entre symptômes et affections neurologiques reconnues. L'idée est qu'on n'est pas dans un diagnostic d'élimination, ce n'est pas un diagnostic négatif. Il y a des signes positifs, dont cette incompatibilité, dont d'autres signes qui nous permettent de prouver qu'on est face à des troubles neurologiques fonctionnels. Et puis, ils ont retiré complètement cette notion de stress psychologique parce que l'on peut en retrouver ou pas dans ces symptômes. Et vous voyez les différents types de symptômes et de troubles neurologiques fonctionnels possibles qui vont aller du déficit à la crise non épileptique à une anesthésie. Dans la CIM 11, je vous le disais, on parle de troubles neurologiques dissociatifs, ce que je trouve globalement très pertinent avec cette notion de dissociation. Le trouble neurologique dissociatif se caractérise par la présentation de symptômes moteurs, sensoriels ou cognitifs qui impliquent une discontinuité involontaire dans l'intégration normale de ces fonctions. On est normalement en permanence en train d'intégrer toutes ces fonctions et à certains moments, on peut avoir une disconnexion qui amène ce type de trouble. Alors, est-ce que c'est fréquent ? Ça l'est tellement peu enseigné qu'on pourrait se poser la question. Pour autant, oui, c'est extrêmement fréquent. Les TNF, au sens large, seraient plus fréquents qu'une CEP, probablement autant que la maladie de Parkinson. Pour autant, on en entend beaucoup moins parler. Certaines études allaient jusqu'à 10% des primo-consultants. Une étude, même deuxième motif de consultation en neurologie, la vérité est probablement entre les deux. Sur les CNEP, on a montré effectivement que les CNEP étaient la troisième cause de malaise avec perte de connaissance. Après les malaises vagos et l'épilepsie, un CNEP, crise non épileptique psychogène, donc c'est fréquent, sans aucun doute. Est-ce handicapant ? C'est quand même pas des vraies maladies.
ils font un peu semblant. Est-ce que vraiment ils sont handicapés? Alors, évidemment, hein, je suis dans l'ironie pour les phrases d'avant. Oui, ils sont handicapés. Ils sont tout autant handicapés, voire plus handicapés que des patients avec des pathologies neurologiques classiques, tout autant que un Parkinson, une dystonie ou une CEP. Dans les CNEP, on a même une altération de la qualité de vie qui est supérieure à des tableaux d'épilepsie pharmacorésistante, le tout avec des coûts importants pour la société. Alors, où en est la connaissance et la formation des neurologues, des psychiatres sur ces questions? On avait une enquête auprès de, peut-être dont certains d'entre vous avaient participé, de 1200 psychiatres, où on retrouvait que seul un quart des psychiatres français avaient déjà été formés. Donc, c'était une enquête sur les CNEP. On est en train d'en faire une actuellement auprès des généralistes et des urgentistes sur les TNF. Et puis, la plupart n'en avaient pas suivi. On voyait des connaissances quand même assez limité, un intérêt assez limité, avec aussi cette association avec la personnalité histrionique qui est, je le répète, absolument pas le cas. Une autre enquête gérée par Béatrice Garcin qui a interrogé des internes, jeunes chefs de clinique, jeunes médecins neurologues, médecins rééducateurs et psychiatres. On leur demandait leur formation et on voit à quel point la majorité n'ont pas été assez formés au TNF. Ok. Depuis le début, je distille quelques mythes, quelques préjugés sur cette question. Un des premiers est la notion qu'il y a toujours des traumas, toujours des facteurs psychologiques, des stress récents ou des pathologies psychiatriques. Alors, effectivement, on va retrouver des antécédents de psychotraumatisme dans 75% des cas. C'est énorme, mais ce qui signifie qu'il y en a quand même un quart pour lequel il n'y a pas d'antécédents psychotraumatiques. Et puis, quand on s'intéresse à aller regarder, par exemple, les comorbidités psychiatriques, donc on a l'anxiété et la dépression, entre des patients avec un tableau fonctionnel et des patients avec une maladie de Parkinson ou une dystonie. On voit qu'il n'y a pas de différence significative sur la dépression et l'anxiété. Mince, c'est pas une bonne manière de faire la différence. Quand on va aller regarder les traumas au sens général, là non plus, on ne trouve pas de différence. Alors effectivement, quand on s'intéresse aux abus sexuels, on en retrouve plus dans ces mouvements anormaux psychogènes. Ok, donc un des premier préjugé. Un autre aussi, oui, le patient, s'il a une épilepsie, s'il a une maladie neurologique, il ne peut pas avoir en plus des troubles dissociatifs, des troubles fonctionnels. Eh bien, si, on peut très bien avoir une épilepsie et des crises non épileptiques psychogènes. Donc, la personnalité histrionique, je pense que j'ai, dans les autres idées reçues, j'espère vous avoir retiré cette idée. Les troubles de la personnalité sont plutôt rares, enfin 20% avec principalement des troubles obsessionnels et non pas histrioniques. La belle indifférence, cette belle indifférence n'est rien d'autre que de la dissociation. Je suis tellement déconnectée de mes émotions, de mon corps et de ma mémoire parfois, qu'effectivement, je peux donner cette impression d'une indifférence par rapport à mes symptômes, avec aussi la question de perte d'agentivité. Elles simulent, elles peuvent pas se blesser. Alors pourquoi elles, vous le savez, 75% de femmes, là aussi on pourrait en discuter, mais il y a des raisons à cela. Et non, elles ne simulent pas. Alors je ne reviens pas sur les études dans le temps imparti, mais on a bien prouvé des différences très nettes en IRM fonctionnel entre un simulateur et à qui on demande de feindre un déficit et un patient avec un trouble neurologique fonctionnel. Il y a des bénéfices secondaires principaux. Elles font ça pour rechercher l'attention, bien évidemment. Eh bien non, ce n'est loin d'être si simple. Et l'attention, effectivement, qui peut être provoquée par ces symptômes, peut ne pas être vécu comme bénéfique, peut être simplement un vécu de stress, d'angoisse, d'incertitude qui va effectivement maintenir ces facteurs. Et puis l'idée d'un pronostic sombre, et puis que les médecins, de toute façon, on ne peut pas y faire grand-chose, et aussi faux. Heureusement, nous avons notre part à jouer, même une grande part à jouer, pour améliorer cela. Alors, comment diagnostiquer ces mouvements ? Alors on peut, de manière schématique, voir des mouvements plutôt de déficit, alors des tremblements hyperkinétiques, des dystonies, des mouvements amples un petit peu plus choréiques, et puis des mouvements paroxystiques comme les CNEP. L'histoire, je vous l'ai dit, nous recherchons des arguments positifs à ces troubles et pas un diagnostic d'élimination. Donc
dans l'histoire des symptômes, on a souvent une évolution au cours du temps, des changements qui peuvent avoir son intérêt. L'histoire de stress n'est pas spécifique. Des antécédents d'autres troubles fonctionnels le sont, un tableau de fatigue, de douleur aussi. Et puis parfois un handicap très disproportionné par rapport aux symptômes, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire de très symptômes qui ne semblent pas invalidants avec un fort handicap, ou à l'inverse des symptômes qui semblent extrêmement invalidants et la personne continue à avoir une vie à peu près normale. Donc, dans ces symptômes, il y a aussi le fait que les symptômes peuvent être brutals et débuter dans des circonstances précises. On a souvent dans les troubles neurologiques fonctionnels, on va retrouver une atteinte organique, une chute, une chirurgie, un trouble somatique X ou Y. C'est fréquent dans les CNEP, des rappels traumatiques ou des niveaux événements traumatiques. Les symptômes peuvent être fluctuants, paroxystiques, la nature peut varier et puis parfois on a des symptômes qui peuvent migrer d'une partie à l'autre du corps. Donc, on a dans l'examen clinique un certain nombre de signes qui vont nous faire évoquer de manière positive cela. Des signes donc, qui peuvent être absents pendant l'anamnèse et puis qui, du moment où vous vous mettez à examiner votre patient, apparaissent. On va le voir vraiment, cette notion de distraction, de distractibilité qui est très importante. Et parfois, lorsque l'on maintient, par exemple, un membre qui a un tremblement, l'apparition du mouvement anormal sur une autre partie du corps. Un des signes positifs importants, alors c'est pas dans le mouvement, c'est dans le déficit fonctionnel, va être ce signe de Hoover, qui est un signe avec une spécificité presque de 100%, donc extrêmement importante, qui en fait, lorsque l'on essaye d'amener en flexion la hanche paralysée, on n'y arrive pas, et si on demande effectivement, on force l'extension de la hanche contralatérale, on va récupérer ça. En tout cas, il existe des signes extrêmement précis qui nous permettent de poser des diagnostics positifs. De même, sur certaines formes d'anesthésie, on peut retrouver des champs absolument non anatomiques, comme un hémicorps, la face du bras ou un déficit qui s'arrête au tronc. Alors, cette notion de distractibilité, la voici par exemple en exemple. Tendez les bras devant vous. Bien. Alors maintenant, fermez les yeux. Très bien. Vous allez maintenant compter à l'envers à partir de 10. 9, 8, 7, 6, Très bien. 4, Ça ne marche pas trop. Alors maintenant, avec la main gauche, vous allez écrire avec l'index, comme si c'était un bic, vous allez écrire dans Et l'air, là, vous voyez, par exemple. la tâche cognitive qui demande votre- des ressources importantes arrête complètement ce tremblement à ce moment-là. Donc les tremblements fonctionnels, on va les retrouver très régulièrement aussi bien au repos, à la posture et à l'action, qui ne sont pas des tremblements classiques. Une variation de fréquence, on peut donner des hertz à ces tremblements, et on peut même avoir un effet d'entraînement, ce qui n'est pas classique, c'est-à-dire que si on demande de battre la mesure par l'autre main, le tremblement va adopter la mesure battue par l'autre main. C'est cet entraînement et la distractibilité qu'on a vu. Par contre, vraiment sémiologiquement, un point hyper important. Quand vous êtes face à des patients qui ont des mouvements anormaux X ou Y et que ces mouvements s'accentuent lorsqu'ils sont stressés, lorsqu'ils arrivent dans votre bureau, lorsque vous vous mettez autour, vous dites, voilà, des facteurs émotionnels, ça c'est bien psy. Absolument pas. C'est pas contributif. Tous les mouvements anormaux, tous les trembleurs vont accentuer leurs mouvements lors des émotions. Et ça, c'est quand même très important à le rappeler. Là, un autre cas. Donc, on est sur un syndrome parkinsonien neurofonctionnel. On voit un patient plutôt comme ça, un peu bradykinétique. Et puis, dans cette manœuvre, on est censé avoir un amoindrissement de l'amplitude que l'on ne va pas du tout obtenir, par exemple, chez ce patient. Là, on est sur un cas de dystonie, ce qui est aussi des choses. Donc, la dystonie, c'est une contraction simultanée des muscles agonistes et antagonistes d'une partie du corps. Et on peut avoir, par exemple, ce type de mouvement qui était fixé, apparu après une chute de cheval. Là, vous voyez cette petite fille qui a la jambe dans la bouée, qui est redressée à la verticale avec une dystonie fixée au niveau de cette jambe, qui est effectivement des choses qu'on peut retrouver. Autre type de dystonie entraînant évidemment un trouble de la marche. Alors ça ressemble effectivement un petit peu tout à l'heure. On peut aussi se poser la question d'une dystonie au niveau du poignet, d'autres troubles de la marche, mais je vais laisser un peu de temps pour aller plus loin.
où là, alors par exemple, on ne va pas avoir de déficit des releveurs à l'examen et on va avoir pourtant ce stépage ou des choses très paroxystiques comme ça, de mouvements choréiques, qui vont être uniquement paroxystiques et où elle garde le contact, elle est en capacité de répondre à son compagnon. Alors, un petit cas qui est l'une de mes patientes emblématiques, Sarah, une jeune fille brillante, sportive, qui vit du harcèlement en 6e et elle débute des crises paroxystiques en 5e. Gros diagnostic ping-pong où elle fait à peu près tous les hôpitaux parisiens avec la question épilepsie, CNEP, tellement ces crises sont compliquées, où elle peut se blesser pendant ces crises. Là, on est tard, hein, SAMU est là, elle est au lycée, avec, et par exemple, encore les yeux ouverts, et se pose des questions d'état de mal, etc. Cette jeune fille a fait 3 épisodes de noyade, ça paraît incroyable, mais avec des pneumopathies d'inhalation où à chaque fois, en fait, la maman nageait à côté d'elle pour la récupérer. Des chutes, elle a fait une chute du 4e étage, une brûlure du 2e degré. Bon, on est pour autant que sur des CNEP, enfin sur des CNEP. Et en fait, assez tardivement, on a posé un diagnostic d'Asperger, c'est cette jeune fille. Et ça nous a apporté une autre lecture de ces CNEP. Finalement, elle avait un besoin, dans toutes ces interactions sociales compliquées, pour elle, de se dissocier, de se déconnecter dans ces moments-là, et que cette tendance dissociative s'était donc accentuée. Et finalement, l'autisme, et on est en train de travailler sur cette question, peut être un vrai facteur de risque de troubles neurologiques fonctionnels. Vous me l'accorderez, on est assez loin de la névrose hystérique. Et à l'occasion d'un nouvel événement traumatique, juste qui a fait la une de l'actualité française pendant un certain temps et dont elle a été témoin, elle accentue ses CNEP et apparaît un trouble de la marche, un petit peu étonnant, où vous voyez effectivement cette attitude là de cheville. Alors je vous dis pas les conséquences orthopédiques à ce niveau-là. En plus, elle a un diagnostic d'ELER dans l'os qui se surajoute. Différents traitements ont été essayés. Le diagnostic retenu est celui d'une dystonie fonctionnelle. Donc, elle en parle très bien. Elle dit oui, c'est mes CNEP du pied, quoi. Effectivement, on peut voir ça comme ça. Alors, comment on traite ces troubles rapidement ? S'il vous plaît, si vous êtes là, notre but, c'est d'éviter le patient ping-pong entre le neurologue qui dit « ouais, c'est bon, vous avez rien » et donc voir un psy, ce qui fait quand même de nous les grands spécialistes du rien. Et puis, derrière, le psy qui dit « mais il n'y a pas de demande, elle n'est pas déprimée, non, ça ressemble beaucoup à de la neurologie, retournez voir le neurologue ». Évitons évidemment ces patients-là. Comment on peut imaginer, hein, c'est juste un petit algorithme que je propose parce qu'il n'y a pas de consensus international sur la prise en charge de ces troubles à l'heure actuelle. Avant tout, il faut un diagnostic de certitude et un diagnostic positif de certitude. Si le patient a l'impression qu'on lui dit « bah voilà, on n'a rien trouvé, ça doit être psy hein », évidemment, comment voulez-vous que le patient adhère à ce type de diagnostic ? Il va falloir qu'on aille évaluer les facteurs impliqués. Qu'est-ce qui a prédisposé, précipité ? Qu'est-ce qui maintient les troubles ? Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je pourrais répondre à vos questions. Et en fonction de ça, on va voir quels sont le traitement à mettre en place, quelles sont les indications psychothérapeutiques ou pas à mettre en place. Avant tout, une annonce diagnostique qui doit être de qualité, qui doit être positive. On sait ce que vous avez, on donne un nom, on explique le mécanisme. Il n'y a pas de lésion, il y a un problème de fonctionnement dans votre cerveau et on explique le traitement. Psychoéducation, on va donner des éléments de compréhension, on a des bons supports à l'heure actuelle pour ça. Dans les symptômes, les moteurs ou déficits, la kinésithérapie a totalement montré son efficacité. Dans les CNEP, on va devoir donner des outils pour prendre le contrôle sur ces CNEP. La pharmacothérapie, oui, mais vraiment uniquement a démontré son efficacité sur les comorbidités et pas sur les symptômes lui-même. La neurostimulation, la TMS a tout à fait son intérêt et en tout cas est en train de montrer un intérêt assez important. Et puis la question de la psychothérapie. Je me dépêche. Donc j'évalue les facteurs impliqués. Je reviendrai sur ces facteurs qui prédisposent, qui précipitent et qui perpétuent les troubles. 2, j'annonce le diagnostic et j'engage le patient et je vérifie ce qu'il a compris de son diagnostic. Dans la psychoéducation, il se passe bien quelque chose
il n'y a pas de lésion, c'est juste un problème de logiciel cérébral, de fonctionnement cérébral, on le renvoie à des sites web, à des vidéos. Je vous conseille ces vidéos de John Stone qu'on a traduit en français qui sont extrêmement pertinentes. C'est un système d'alerte, ce symptôme, et ça a pour but d'éviter un certain nombre d'émotions. Et par exemple, on retrouve notre jeune patiente qui nous explique comment elle arrête ses knèpes en imaginant qu'elle a une table de mixage et qu'elle remet les émotions à zéro et elle ne fait plus de knèpes. Et sa dystonie s'est améliorée. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte comment on peut rééduquer. Alors ça, on a un excellent kinésithérapeute à Paris qui travaille effectivement sur ces troubles-là et avec de la distraction, en prouvant que le mouvement est normal, on peut retrouver une marche normale complètement. Alors là, on ne la voit pas marcher, mais vous imaginez les troubles de la marche. La neurostimulation, tout à l'heure, c'est la dystonie que nous avions vue, qui peut aussi, par de la TMS, apporter des effets majeurs, probablement avec un effet de réapprentissage où on voit que le mouvement est possible. On n'a pas encore prouvé effectivement exactement les mécanismes. Là, on peut retrouver ça au niveau de la marche avant et après une séance de TMS. Donc, effectivement, c'est assez impressionnant. L'idée est vraiment d'aller construire une psychothérapie individualisée sur mesure qui est possible pour tous les psychothérapeutes. Excusez-moi pour l'oubli du E. Tout psychothérapeute peut prendre en charge ses patients. Si on a une alexithymie en priorité, on sait tous travailler sur les émotions. On a tout un tas d'outils pour cela. S'il y a de la dissociation, on va aller sur des thérapies dissociantes ou des techniques d'ancrage. En cas de trauma, évidemment, les thérapies efficaces. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous la possibilité de prendre en charge ces patients du moment où ils ont bien compris leurs troubles et où on n'en a pas peur. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, merci beaucoup Coraline pour cette illustration de votre travail de praticien hospitalier en psychiatrie au CHRU de Nancy en neurologie. Je passe la parole à Philippe Damier, qui est neurologue, qui travaille au CHU de Nantes et qui va intervenir sur une question qui nous intéresse tout particulièrement en psychiatrie et peut-être malheureusement qu'on n'y est pas toujours assez sensible. C'est la question de la bonne prescription des antipsychotiques et leur tolérance au plan neurologique. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc avant de rentrer dans les complications neurologiques des traitements antipsychotiques, la dopamine, parce que la dopamine finalement c'est vraiment le trait d'union entre nos spécialités, entre la neurologie et la psychiatrie. Alors, la dopamine, je vous rappelle, on doit à Arvid Carlsson d'avoir découvert ses propriétés de neurotransmetteur en 1958, il en a eu le prix Nobel. C'est un neurotransmetteur passionnant, il est impliqué dans la récompense, dans la motivation, dans l'apprentissage, etc., etc. Alors nous, on va revenir à des choses plus concrètes. En tant que neurologue, ça nous occupe très souvent parce que, vous le savez, quand il y a une maladie neurodégénérative, la maladie de Parkinson, qui va faire entraîner la destruction progressive des cellules à dopamine, le manque de dopamine va donner des symptômes moteurs. En tant que psychiatre, un outil pharmacologique que vous utilisez extrêmement fréquent sont les antipsychotiques qui agissent entre autres par un blocage de la dopamine. Alors le problème, c'est que comme on connaît bien ce neurotransmetteur et qu'on peut jouer avec en tant que neurologue, en tant que psychiatre, ça ne se passe pas toujours très bien et on peut avoir un certain nombre de soucis. Alors en tant que neurologue, quand on joue avec la dopamine, parfois, on entraîne des troubles psychiatriques, de l'hallucination, du délire, des troubles de contrôle des impulsions. Et quand on est psychiatre et qu'on joue avec la dopamine en essayant de la bloquer, on a parfois des soucis. Et ça va être l'objet de ce dont je vais vous parler cet après-midi. Alors, en gros, dans les effets indésirables neurologiques, surtout moteurs, des antipsychotiques, on en a deux grandes catégories. Alors, soit c'est lié au fait qu'on bloque directement l'action de la dopamine, donc ça va être généralement des effets aigus, subaigus et qui vont persister tant que l'antipsychotique est utilisé et qui vont disparaître généralement à l'arrêt de l'antipsychotique. Et puis, alors là, on va en voir 4 principalement, puis on verra quelques vidéos pour les illustrer. Et puis, l'autre problème, probablement beaucoup plus empoisonnant, c'est que
jouer avec cette terminaison dopaminergique, de la bloquer, on peut entraîner une plasticité anormale qui va persister même si on arrête le neuroleptique, et ça va conduire à ce qu'on appelle le syndrome tardif, très difficile à traiter. Alors commençons avec les effets antagonistes directs de la dopamine des antipsychotiques. Et donc, par exemple, ce premier cas d'une jeune femme qui est venue plusieurs fois aux urgences, elle a 19 ans, pour ses mouvements anormaux, bizarres, contractions musculaires anormales, vous voyez la bouche qui se tord. Alors bon, comme ça a été dit, c'est une femme, elle est jeune, c'est bizarre, on ne connaît pas, c'est probablement non organique, hystérique. Voilà. Mais en fait, dans cette situation, fréquente aux urgences, c'est vraiment le problème le plus spectaculaire. Eh bien, il faut aller creuser un petit peu et chercher. Et cette jeune femme, en fait, était migraineuse et prenait de la méthoclopramide qui est capable de bloquer la transmission dopaminergique et souffrait donc d'un tableau de dystonie aiguë au neuroleptique. Donc les dystonies aiguës au neuroleptique, ce n'est pas très fréquent, 2 à 3%. Alors c'était un peu plus fréquent avec les antipsychotiques classiques. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais avec la nouvelle génération des antipsychotiques qui ont moins d'affinité sur les récepteurs dopaminergiques des deux. Voilà, et c'est ce qui les caractérise. On s'est dit on va avoir moins d'effets indésirables, neurologiques. En fait, ce n'est pas si vrai que ça, il y en a effectivement moins, mais c'est toujours présent, il ne faut pas les oublier. Donc même avec les nouveaux antipsychotiques, on a une fréquence de 2 à 3% de ces dystonies aiguës. C'est plus souvent, contrairement à ma vidéo, chez des hommes jeunes. C'est une dystonie qui est volontiers au niveau de l'extrémité céphalique, oromandibulaire, ça touche la langue, la bouche. Ça peut être parfois très, très impressionnant. Il y a les classiques mouvements oculogires avec les yeux qui partent de façon tonique dans les coins. Se méfier quand même, ça peut toucher parfois les régions pharyngo-laryngées et se compliquer d'une dystonie qui peut être parfois gravissime. Le plus difficile sur ce mouvement anormal un peu spectaculaire provoqué par les antipsychotiques, c'est de poser le diagnostic, d'y penser, parce que le traitement est assez simple et il y a le plus souvent une réponse très spectaculaire dès qu'on a posé le diagnostic aux anticholinergiques injectables. Donc une injection anticholinergique et très rapidement le tableau disparaît en quelques secondes à quelques minutes. Donc il faut y penser. C'est vraiment un diagnostic de la salle d'urgence plus que des services de neurologie ou de psychiatrie, voilà, à moins qu'on initie le traitement en psychiatrie d'urgence. Alors, deuxième type de mouvement anormal qu'on peut rencontrer provoqué par les antipsychotiques, c'est le plus agaçant. Donc, c'est celui qu'a par exemple ce monsieur qui, pour une histoire de dépression un peu sévère, a reçu des antipsychotiques de façon prolongée pendant plusieurs mois et qui a développé ces impatiences, ce besoin de bouger permanent qu'on appelle l'acathysie. Alors l'acathysie, c'est relativement fréquent sous antipsychotiques et ça reste toujours présent même sous les antipsychotiques de nouvelle génération. 20 à 75% des cas selon les études, en fait selon la manière plus ou moins proactive de leur recherche. Et ça persiste tant que persiste le traitement. Généralement, à l'arrêt de l'antipsychotique, le phénomène acathysique va disparaître. En termes de traitement, c'est essayer de l'arrêter, l'antipsychotique, si on peut l'arrêter. Si ce n'est pas possible, peuvent être utiles les bêta-bloquants, la mentadine, les anticholinergiques. Alors moi, j'y suis pas très favorable parce que c'est assez néfaste sur le plan de la mémoire souvent. Et puis, ça peut, on le reverra tout à l'heure, majorer, voire favoriser les phénomènes tardifs provoqués par les neuroleptiques. Les benzodiazépines et la clonidine. Donc, on peut essayer ces différents traitements les uns après les autres et parfois arriver à atténuer cet effet indésirable gênant. Alors, le plus logique, bien, c'est celui-ci, puisque on bloque l'action de la dopamine avec un antipsychotique. Donc, très logiquement, si on bloque l'action de la dopamine, c'est un peu comme un patient qui n'a pas assez de dopamine dans son cerveau.
Donc, il a des signes qui ressemblent à ce qu'on voit dans une maladie de Parkinson. Mais là, vous voyez cette femme traitée par risperidone depuis quelque temps, qui développe un tremblement de la lèvre inférieure. Vous voyez une certaine amimie. Donc, un syndrome parkinsonien qui peut être très semblable au syndrome parkinsonien de la maladie de Parkinson et qui peut être provoqué par les neuroleptiques. Alors là, il faut quand même être prudent. C'est assez fréquent, 15% des patients sous antipsychotiques développent un syndrome parkinsonien, mais en fait, surtout si ça vient alors que le traitement antipsychotique est reçu depuis de nombreuses années, surtout si ça ressemble beaucoup quand même à un syndrome parkinsonien de maladie de Parkinson, c'est-à-dire si c'est asymétrique, s'il y a un tremblement de repos, eh bien se méfier en fait du rôle révélateur de l'antipsychotique d'une maladie de Parkinson sous-jacente. Et c'est pas si rare que ça. Vous voyez dans cette étude de 2006 où il retrouvait, c'est une petite série d'une vingtaine de patients qui avaient développé un syndrome parkinsonien sous neuroleptique. La moitié des cas étaient en fait d'authentiques maladies de Parkinson sous-jacentes. Alors en 2021, c'est beaucoup plus facile de faire le diagnostic de maladie de Parkinson sous-jacente parce qu'on dispose d'un examen complémentaire qui est la scintigraphie au DaT-scan. La scintigraphie au DaT-scan, DaT c'est pour dopamine transporteur, donc ça permet de marquer les terminaisons dopaminergiques et donc ça vous donne sur cette coupe transverse, normalement, ça c'est un sujet normal, vous voyez les terminaisons dopaminergiques se présentent sous forme d'une petite virgule avec ici la tête du codé et l'albutamène, et vous voyez que quand il y a une maladie de Parkinson, eh bien, il y a la perte de l'innervation dopaminergique dans le putamène, qui est donc la terminaison dopaminergique du contrôle moteur dans les noyaux gris centraux. Puis vous voyez ici aussi qu'il y a une asymétrie de dénervation avec une dénervation plus marquée à gauche qu'à droite, donc qui est caractéristique d'une maladie de Parkinson. Donc dès qu'on voit apparaître un syndrome parkinsonien chez un patient sous traitement antipsychotique, même avec les antipsychotiques de nouvelle génération, eh bien on va l'adresser à un neurologue, mais très souvent ce dernier va céder d'une scintigraphie au DaT-scan parce qu'il est très difficile cliniquement d'être sûr qu'on est juste sur l'effet antagoniste dopaminergique du médicament et pas sur une maladie de Parkinson sous-jacente. Je vous rappelle que pour que les symptômes parkinsoniens apparaissent, il faut une dénervation dopaminergique de l'ordre de 70%, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la dénervation dopaminergique est complètement asymptomatique et qu'avec l'utilisation d'un antidopaminergique, eh bien finalement, on va révéler un petit peu plus tôt une maladie de Parkinson sous-jacente. Alors le traitement, à ce moment-là, ça va être, si possible, d'arrêter l'antipsychotique. Si ce n'est pas possible, vraiment l'antipsychotique de nouvelle génération à privilégier, c'est la clozapine. C'est vraiment la molécule qui a le moins d'effets indésirables de type pro-parkinsonien parmi les antipsychotiques. Et puis introduire très prudemment de la dopa, puisque dès qu'on utilise des traitements dopaminergiques, on risque de majorer hallucinations, délire interprétatif, etc. Donc pas toujours facile, mais on arrive quand même maintenant, je trouve, avec la clozapine et un traitement à base de dopa, à pas mal contrôler les patients qui ont une comorbidité neuropsychiatrique. Et puis le plus dangereux, qu'on rencontre fort heureusement pas trop souvent, 3% des cas, y compris avec les antipsychotiques de nouvelle génération, c'est le fameux syndrome malin, avec, c'est généralement à l'introduction de l'antipsychotique, où nous, on le voit aussi à l'arrêt un peu trop brutal d'un traitement anti-parkinsonien. Donc finalement, on va dans les mêmes sens, c'est bloquer l'action de la dopamine ou, au contraire, brutalement entraîner un effet de sevrage qui se traduit par une hyperthermie, le plus souvent très sévère, toujours au-delà de 38 degrés, des éléments de dysautonomie avec des fluctuations tensionnelles importantes, un syndrome confusionnel, et puis un certain nombre d'éléments moteurs qui peuvent orienter une rigidité, des tremblements, des myoclonies, de la dystonie, surtout très évocateur, une augmentation assez nette des CPK. Donc là, c'est vraiment une urgence thérapeutique. Il faut hydrater le patient, arrêter bien sûr le traitement antipsychotique et utiliser un traitement par agoniste dopaminergique. Alors le plus classiquement utilisé, c'est la bromocriptine, qui est un peu le plus vieil agoniste dopaminergique dont on est à disposition. On peut aussi utiliser, qui est assez pratique, l'apomorphine, qui est un agoniste dopaminergique injectable sous-cutané qui permet d'être un peu plus rapide dans l'action. Alors là, on a vu les effets aigus, beaucoup plus ennuyeux. Ça, les psychiatres les connaissent bien parce que sous les traitements neuroleptiques au long cours,
on va rencontrer très souvent ces phénomènes qu'on appelle des phénomènes tardifs, donc qui vont s'installer au cours d'un traitement par antipsychotique. Classiquement, on dit qu'il faut qu'il y ait au moins 1 mois d'exposition d'antipsychotiques pour retenir. Ça peut apparaître parfois dans la phase de sevrage, ça peut apparaître à l'occasion du changement de l'antipsychotique, de l'association de l'antipsychotique à un sérotoninergique ou de changement du sérotoninergique. Et quand c'est présent, eh bien, ça a tendance à persister. C'est vraiment le fait d'une plasticité synaptique anormale. Donc, c'est les fameuses dyskinésies tardives, avec la plus classique, qui est la dyskinésie oro-lingo-buccale, avec ses mouvements de mâchonnement, par moments de protrusion de langue, etc. Vous avez vu d'ailleurs dans cette vidéo qu'il y avait aussi quelques mouvements un peu stéréotypés de balancement du torse. Mais alors c'est extrêmement fréquent, 20 à 50%, et même avec les antipsychotiques de dernière génération, on en observe toujours. C'est très sous-diagnostiqué, le patient s'en rend pas toujours compte. Les psychiatres y sont probablement souvent habitués, surtout dans les psychoses chroniques. Ça peut être très invalidant. Les principaux facteurs de risque connus, c'est l'âge. Plus l'âge avance, plus vous êtes à risque de développer des dyskinésies tardives. C'est un peu plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et la durée d'exposition de l'antipsychotique est le 3e facteur de risque de développement de ces dyskinésies tardives. Le spectre phénotypique est extrêmement large, donc vous pouvez voir là chez cette jeune femme de 22 ans, alors chez le plus jeune, ça va plus souvent prendre une forme dystonique, de contraction anormale, à prédominance axiale, ce qui caractérise ces mouvements anormaux tardifs provoqués par les neuroleptiques, qui sont très sensibles à l'activation motrice. Généralement, le patient allongé sur le plan du lit ou assis tranquillement n'a pas les mouvements anormaux, mais dès qu'il va s'activer, dès qu'il va tendre les bras, dès qu'il va marcher, on voit des mouvements anormaux extrêmement importants, invalidants, spectaculaires. Ça rappelle un peu la patiente tout à l'heure qui avait le CNEP. On peut se faire avoir. Ça peut être vraiment très, très impressionnant, bizarre, mais le caractère axial, activé par le mouvement, et puis bien sûr la présence d'un antipsychotique reçu doit faire évoquer ce diagnostic. Alors là, on voit Franck Durif, tout jeune, pour les Clermontois, qui donc suivait cette patiente. Donc je vous disais, le spectre phénotypique est extrêmement large. Donc les plus classiques, c'est ces mouvements de mâchonnement bucco-lingo, la dystonie à prédominance axiale, en particulier chez le sujet jeune. Mais on peut voir aussi des phénomènes un peu stéréotypés. Vous avez vu tout à l'heure des exemples de stéréotypie. Des tremblements plutôt posturaux et de repos, sans forcément éléments parkinsoniens associés. On peut voir des choses qui ressemblent tout à fait à des tics, comme on le voit ensemble de Gilles Latourette, à part que ça débute tardivement et chez quelqu'un traité par neuroleptique. Et puis, le plus souvent, on a un mix entre tous ces mouvements anormaux. Donc, le traitement, il est extrêmement difficile. C'est pour ça que je les qualifie vraiment d'empoisonnant effet indésirable neurologique des antipsychotiques. Si possible, il faut arrêter l'antipsychotique, mais c'est hélas pas toujours possible. Si la prescription de l'antipsychotique est indispensable, le remplacer par un antipsychotique de nouvelle génération, et là encore, préférentiellement la clozapine, qui a vraiment le moins d'effets indésirables moteurs par rapport aux autres. Éventuellement utiliser la tétrabénazine. Donc la tétrabénazine, en fait, ça joue sur le transporteur vésiculaire de la dopamine, donc ça réduit la libération de dopamine au niveau synaptique, et donc ça a un effet favorable sur ces mouvements anormaux tardifs provoqués par les neuroleptiques. Alors la tétrabénazine, c'est en ATU, et on est hors AMM dans les dyskinésies tardives aux neuroleptiques, mais ça peut être utile, donc il m'arrive quand même de le prescrire régulièrement. Sinon, vous pouvez utiliser l'amantadine, le propranolol, la vitamine E et le ginkgo biloba. Tous ces traitements, à l'exception du dernier, sont d'un niveau d'évidence, selon les guidelines de l'American Academy of Neurology, de niveau C, donc pas très bon. Le ginkgo biloba, il y a une étude à peu près bonne sur le plan méthodologique qui montre son intérêt, sans que les mécanismes d'action précis soient bien connus, et donc il est classé en évidence de niveau B.
Alors, dans les cas les plus difficiles de ces phénomènes tardifs aux neuroleptiques qui ont résisté à ces actions thérapeutiques médicamenteuses proposées, on peut utiliser les techniques par neurostimulation cérébrale profonde qu'on utilise dans le Parkinson, dans le tremblement. Et on avait fait il y a quelques années une étude multicentrique française. On détient toujours le record mondial de la série la plus grande. On a 20 patients qui ont été opérés avec des électrodes implantées dans les pallidums de façon bilatérale. Et vous voyez cette jeune femme, qui est une des premières qu'on avait opérées, qui avait une dystonie axiale extrêmement invalidante et sévère, traitée par neuroleptique. Et puis, 3 mois après, stimulation pallidale bilatérale. Voilà, on a retrouvé, on l'a voir marcher, une motricité tout à fait favorable. Donc là, dans le dernier article de 2016, on a revu ces patients réévalués à 10 ans de neurostimulation. Le bénéfice persiste. Donc c'est un traitement sur des dyskinésies tardives aux neuroleptiques extrêmement invalidantes, qu'elles soient de nature dystonique, qu'elles soient de nature plus dyskinétique mobile. Ça peut être une option à considérer. Et la bonne surprise a été qu'on n'a pas vu de décompensation psychotique, y compris chez des patients qui avaient une maladie psychiatrique sous-jacente grave. Donc pour conclure, même s'il y avait eu beaucoup d'espoir fondé avec les nouveaux antipsychotiques pour se dire qu'on allait se débarrasser des complications neurologiques des antipsychotiques, eh bien c'est hélas pas le cas. Ils sont toujours présents, même s'ils sont un peu moins fréquents. Bien retenir ce concept des effets aigus et effets subaigus provoqués par une plasticité anormale. Vous pouvez retenir, pour les mémoriser, le petit acronyme SALD, hein, donc le spectaculaire avec la dystonie aiguë provoquée par la neuroleptique, un diagnostic d'urgence, souvent la mise en route du traitement chez des gens jeunes, plutôt des hommes, l'acathysie, très agaçante, le plus logique, le syndrome parkinsonien, il est assez logique, mais se méfier de la maladie de Parkinson qui est révélée par le traitement antipsychotique. Le plus dangereux avec le syndrome malin provoqué par les neuroleptiques qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. Et puis cet effet beaucoup plus dû à une plasticité synaptique anormale qui est vraiment quelque chose d'empoisonnant pour le patient, pour le thérapeute, que sont les dyskinésies tardives. Je vous remercie pour votre attention. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, on peut aussi rappeler que ces mouvements anormaux peuvent apparaître avec des toutes petites doses d'antipsychotiques et ne sont pas forcément corrélés à des posologies importantes. Parfois, on a un certain nombre de nos confrères qui dosent les taux sériques d'antipsychotiques et qui, lorsqu'ils sont dans la zone thérapeutique, considèrent que les traitements ne peuvent pas donner des effets secondaires neurologiques. Donc attention à ça. Il y a une méprise parfois sur l'utilisation du dosage des antipsychotiques, du dosage sérique. Et chez nos patients, en particulier pour les patients qui ont des troubles du neurodéveloppement, leur système nerveux central est extrêmement fragile à la prescription d'antipsychotiques et les effets secondaires peuvent apparaître même avec des toutes petites doses d'antipsychotiques. On a le temps pour quelques questions avant la pause de l'après-midi. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des compléments, des remarques à faire à nos 3 intervenants? N'hésitez pas, lancez-vous. Oui, Anne. Alors la question qui est posée, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas entendu, c'est au sujet des antipsychotiques qui sont cachés dans certaines prescriptions qui sont soit prises par automédication, soit prescrits par les médecins traitants. Oui, alors effectivement, je trouve que la question a un petit peu moins d'actualité maintenant parce que beaucoup de ces médicaments à visée antidopaminergique cachés ont finalement disparu de notre pharmacopée, mais c'est vrai qu'avant on en trouvait pour traiter les colopathies fonctionnelles, il y en avait aussi pour les problèmes de bouffées de chaleur à la ménopause, mais tous ces produits finalement maintenant on les a plus.
on rencontre parfois quand même des effets de type anti-dopaminergique avec d'autres types de médicaments, y compris avec certains sérotoninergiques. On a parfois des choses qui ressemblent quand même beaucoup. Voilà. Mais il faut quand même toujours aller faire une enquête un petit peu soigneuse avec parfois un traitement. Alors surtout chez le sujet âgé, on a donné un peu de risperidone pour faire dormir en se disant que voilà, ça ne pouvait pas faire de mal. Et ça peut être quand même très, très pourvoyeur de dyskinésie tardive. Et après, on trouve des choses qui ressemblent beaucoup au phénomène tardif orobucco-lingual chez le sujet âgé, sans aucune prise de médicaments explicatifs. Donc voilà, c'est pas toujours simple. Je ne sais pas si mes collègues ont des choses sur les antipsychotiques cachés ou les antidopaminergiques cachés. D'autres questions, remarques? Après, du coup, moi, je peux compléter un tout petit peu pour les troubles du neurodéveloppement par rapport au pourcentage de DAT-scan que tu donnais, pathologique quand on est face à un syndrome extra-pyramidal. Dans le cadre du neurodéveloppement, le chiffre est beaucoup moindre dans mon expérience. Et je pense que la sensibilité aux effets indésirables moteurs des neuroleptiques est telle qu'en priorité, c'est vraiment les effets indésirables qu'il faut pister. Et on a eu un exemple notamment sur le CRMR où le patient il nous a été adressé pour rechercher une maladie métabolique super rare, non nommée. En fait, en le mettant sous clozapine, il a remarché alors qu'on l'a eu avec des escarres, une protection parce qu'il ne pouvait plus marcher jusqu'aux toilettes, des fausses routes. Enfin, c'était dramatique et c'était uniquement iatrogène, mais dans le contexte de troubles du neurodéveloppement en fait. Donc, en priorité, avant de chercher des maladies rares, parfois, il faut juste reprendre la prescription. Peut-être qu'on peut garder en tête que les mouvements anormaux, la première cause qui peut être incriminée quand même dans notre spécialité, c'est la prescription d'antipsychotiques. Donc, si un de vos patients présente un mouvement anormal, je pense il peut être intéressant en première intention de réviser son traitement. Et n'hésitez pas à prescrire de la clozapine. Vous savez que c'est l'antipsychotique le mieux toléré au plan neurologique. En France, on a une réticence à prescrire la clozapine et nous n'avons pas du tout les taux de prescription qui sont dans les autres pays nord-américains ou européens où la clozapine atteint environ 30% des prescriptions alors qu'elle est à moins de 5% en France. Donc on a vraiment un retard dans la formation, je pense, des praticiens et dans l'utilisation de ce traitement qui, étant particulièrement surveillé, est plutôt un de ceux qui offre le moins d'effets secondaires. Notamment, il faut se méfier des fausses routes aussi. Parfois, on a des internes de psy qui sortent de garde et qui nous disent « Oh là là, j'ai été appelée 2 fois cette nuit pour une fausse route ». La psychose ne donne pas de fausse route, je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, les traitements, oui. Donc, avant même parfois d'avoir un gros syndrome extra-pyramidal ou des dyskinésies, des troubles de la déglutition, il faut absolument les prendre en compte. Et la réponse, ce n'est pas forcément l'adaptation de l'alimentation, mais vraiment de revoir le traitement. Tardive comme la patiente qu'on a vue en rouge, est-ce que la séance de kiné, ça peut donner quelque chose ou pas? Quand il y a une forme très dystonique, donc avec une contraction musculaire anormale au niveau du cou, il peut y avoir un intérêt effectivement à la kinésithérapie, oui, qui peut aider à réduire un peu le phénomène dystonique. Après, quand le mouvement anormal est vraiment très marqué, là, comme on a vu chez la jeune femme, là, ça peut être difficile, et même en essayant plein de choses, il y a parfois que les approches en neurostimulation qui peuvent aider, mais c'est plutôt des patients qui répondent très bien à la neurostimulation pallidale. C'est probablement une des dystonies et l'avantage, c'est que sur les autres mouvements anormaux, il y a un effet favorable. Alors un petit peu moins quand on est au niveau facial, si on n'a que quelque chose au niveau cervico-bucco-lingual, c'est pas toujours garanti, mais on a eu quand même chez 50% des patients une amélioration assez nette, y compris ces signes-là. Donc c'est vraiment un traitement qui peut être à considérer. Il faut que le patient soit stabilisé sur le plan psychiatrique, mais s'il est avec un antipsychotique qui doit poursuivre,
c'est un traitement envisageable et on n'a pas eu clairement de décompensation. Bon, c'est sur 20 patients, il faut être vigilant, il faut les surveiller, il faut les accompagner, mais voilà, on a pris quand même une habitude de suivi pluridisciplinaire dans ces traitements lourds que sont la neurostimulation cérébrale profonde, et c'est encore plus vrai dans les traitements de dyskinésie tardive. Pensez aussi à l'orthophonie, puisque effectivement la kinésithérapie peut être intéressante en parallèle de la décroissance du traitement antipsychotique pour prendre en charge les mouvements anormaux, mais l'orthophonie peut aussi être intéressante, notamment, comme le précise Alice, lorsqu'il y a des troubles de la déglutition. D'autres remarques, questions? Bon, eh bien écoutez, je pense que c'est l'heure de la pause.